Alors, connectez-vous. Connectez-vous, on va échanger. C'est très important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va échanger. Connectez-vous, nous allons échanger. C'est très important. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct et n'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Je dis Fin des perturbateurs Info Afrique. N'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Abonnez-vous massivement et partagez le direct. C'est très important. L'incontournable. L'incontournable. Alors, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va parler. Ah, Luc Gay. Ouais, ça va bien. Big up à vous, maître Luc Gay. Alors, on va pas trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gay complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Cabaret ou la Moudiane. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe. Donc, le titre de ma vidéo est clair. Alors, j'ai bel et bien signifié qu'est-ce que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont et ils font la guerre à leurs bons petits qui sont Soro Diop et Charles Bregou de questions. Et le second sujet sera cette fameuse conférence qu'il y a eu en France là-bas, précisément à Montpellier. Donc la conférence de la France-Afrique. Et ça a été initié par son excellence, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc nous, avant de rentrer dans le but, nous allons commencer sur ce sujet, la France-Afrique. Vous savez, je vois des Africains qui sont très heureux, qui jubilent parce que lors de cette conférence, il y a eu certaines, soi-disant, panafricaines, je parle des femmes, bien sûr, et certains panafricains qui auraient intervenu, et donc leurs interventions seraient impressionnantes vis-à-vis du président français. Donc pour cela, d'autres disent, ah mais lui, celui qui vient du Sénégal, il a posé au moins 7 conditions ou 6 conditions. Si le président français accepte ces différentes conditions, alors l'Afrique pourra accepter d'avancer ensemble avec la France. Celle du Mali a aussi posé certaines questions. Celle du Burkina qui dit, ouais, je suis une femme intègre. Elle a aussi parlé. Il y a un vendu ivoirien là qui a aussi intervenu. Et sur France 24, dans les médias ici en Europe, vous savez ce que les gens disent? Ils disent que non, Macron a convoqué les futures élites de l'Afrique. Donc la France commence à renouer le dialogue avec les futures élites africaines. Car c'est ceux-là qui vont diriger demain l'Afrique. Vous comprenez la manipulation? Pourquoi ils ont organisé ces réunions-là? Mais je vais vous dire pourquoi la France n'a pas invité les présidents africains. Parce que la France est consciente qu'en invitant les présidents africains, au moins, c'est-à-dire la majeure partie des présidents africains ne vont pas venir. Ils vont boycotter cette conférence ou bien cette réunion france-africaine que la France allait organiser. C'est-à-dire, si la France organisait une réunion ou une conférence france-africaine entre le président Macron et les présidents africains, je vous le garantis
que beaucoup de présidents africains n'allaient même pas se présenter à cette réunion. Donc, pour éviter la honte à la France est obligée parce qu'elle a compris. Elle a compris qu'elle n'a plus d'influence comme auparavant sur le territoire africain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une nouvelle stratégie en écartant les dirigeants africains pour s'approcher des jeunes vendus, se disant panafricains, se disant nationalistes. Et ces jeunes-là, la plupart de ces jeunes-là, ils ont des petites organisations. Et ces organisations sont financées par les Européens. Et quand ils sont en face de leurs frères et sœurs africains, ils se revendiquent comme quoi ils mènent le combat pour la dignité de l'homme noir. Mais en réalité, ce sont des petits vendus. On les appelle les nègres au cerveau blanc. Les nègres aux pensées françaises. C'est comme ça. Donc, je vais éclairer la lanterne. Pourquoi la France n'a pas invité les présidents africains? Si la France convoquait les présidents africains, ceux qui allaient être présents, je vais vous les citer clairement. Alors, Alassane Ouattara allait être le premier à courir pour venir à l'Élysée. Parce que lui-même, il n'est pas digne d'être un vrai Africain. Lui, c'est un vendu depuis fort longtemps. Et toute sa politique qu'il fait, il fait une politique où il ne défend même pas les intérêts du peuple noir. Il ne défend en aucun cas les intérêts des Ivoiriens. Tout ce qu'il fait, il défend uniquement les intérêts de l'oligarchie européenne. Il défend les intérêts de l'Élysée, au détriment des intérêts du peuple ivoirien. Donc, Alassane Ouattara allait être le premier à courir pour venir à l'Élysée. Secondo, le président burkinabé, Christian Kaboré, allait être le second à courir pour venir à l'Élysée. Troisième, le président Macky Sall allait être le troisième président à courir pour venir à l'Élysée. Et je pense que celui de la Guinée-Bissau allait aussi être parmi ceux qui allaient courir pour venir à l'Élysée. Mais après avoir fini de faire le tour de ces différents présidents, peut-être aussi celui du Libéria, parce que lui, il est aussi affilié à la France, puisque c'est la France, il jouait en France et puis il a eu Georges Weah, allait aussi courir pour venir à l'Élysée. Ça fait combien de présidents? Je pense que je viens de citer au moins 5 présidents. Or, ces 5 présidents ne représentent en aucun cas toute l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avant les relations franco-africaines, quand la France a convoqué une réunion de telle envergure, je vous le dis, ce sont des milliers de présidents africains qui venaient représenter les nations, afin que la France leur dicte ce qu'ils devraient faire dans leur pays d'où ils venaient. Mais cette fois-ci, ça n'allait pas être le cas. Et donc la France, pour éviter la honte, parce que si la France convoquait une telle réunion avec les présidents africains, s'ils sont trop là, au moins 7 présidents africains allaient venir, ou 5 présidents africains, et les autres allaient boycotter la France. Pourquoi? Parce que celui de la Centrafrique, il n'allait pas se déplacer. Ça, c'est un. Il faudrait que ça soit clair. Le président centrafricain, il ne va pas se déplacer parce que s'il se déplace, étant en France, un coup d'État risque de se passer derrière lui. Ça, c'est un. Celui du Mali, Assimi Goïta, n'allait pas se déplacer. Donc, non seulement la France allait perdre le président malien, il n'allait pas se présenter. Celui de la Centrafrique n'allait pas aussi se présenter. Celui de la Guinée, Conakry, il n'allait pas se présenter parce que la situation n'est pas encore stable. Donc, parce qu'il se peut que s'il se déplace, un coup d'État se passe derrière lui. Donc, pour consolider son pouvoir, il n'allait même pas se déplacer. Ça fait déjà combien de présidents? 3 présidents. Celui de la Guinée équatoriale, ou bien Nguema, quelque chose, il n'allait pas se déplacer parce qu'entre lui et la France, il y a un problème. Il n'allait pas se déplacer. Ça fait déjà 4 présidents que la France allait perdre. Paul Biya, il ne se déplaçait plus, donc il n'allait pas se déplacer. Ça fait 5 présidents. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Celui de l'Algérie, il n'allait pas se présenter parce que là, il y a un derby, c'est-à-dire
il y a un dossier entre l'Algérie et la France. Donc, il n'allait pas se déplacer. Ça fait 6 présidents. Est-ce que vous comprenez? Mais on va encore loin. C'est-à-dire, celui du Togo, il s'attendait bien avec la France. Donc, non seulement il n'allait pas se déplacer, ça fait 7 présidents. C'est inadmissible pour la France. Et en dehors de ces présidents-là, même celui du Nigeria, il n'allait pas aussi se déplacer. Ça fait 8 présidents. Est-ce que vous comprenez? Donc, la zone de l'Afrique centrale et la zone de l'Afrique de l'Ouest, la France allait perdre la majeure partie des présidents qui gouvernent ces pays. Pour éviter cette humiliation, parce que c'est ça qui fait que la France compte aux yeux des puissances étrangères. On dit non, la France maîtrise les pays africains. Et une telle réunion de grande envergure qui va humilier la France, où les présidents africains allaient être réticents, refuser de venir à la conférence convoquée par Paris, alors cela allait discréditer la France aux yeux des autres grandes puissances. Pour éviter ça, Macron, il n'est pas gaou, il n'est pas bête aussi. Parce que même le Rwanda, le président rwandais n'allait pas se déplacer. Est-ce que vous comprenez? Le président de Tricot, comment on appelle ça, de Burundi, il n'allait pas se déplacer parce qu'entre lui et la France, ça ne marche plus. Est-ce que vous comprenez? Celui du Soudan, il n'allait pas aussi se déplacer parce que ça ne va plus. Donc, vous comprenez que la France commence à perdre son influence sur le territoire africain. Pour éviter ça, la France a convoqué des soi-disant panafricains vendus. Et la France dit, c'est vous là, les futurs élites de l'Afrique. Et donc on va travailler avec la nouvelle génération. Proposez-moi ce que la France va faire. Et puis ensemble on va faire ça. Comme si ce sont ces jeunes-là qui donnent des parts de marché en Afrique. Ils sont comme nous. Et les sélections, on dit non, ce sont les pépites de l'Afrique. C'est l'intelligence africaine que Macron a convoqué. C'est ceux-là qui sont la lumière de l'Afrique. C'est-à-dire les grands pensants. Ceux qui sont intelligents, les intellects de l'Afrique, de la jeunesse africaine, c'est ceux-là qu'ils ont convoqués. Et quand vous regardez, la plupart de ces gens-là, ils ont double nationalité haïtienne. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont franco-ivoiriens. Ils sont franco-ivoiriens. Ou franco-malgache, franco-malien, vraiment sénégalais, franco je ne sais pas quoi là. Bah, ils ne sélectionnent pas n'importe qui. Hein. Il y a d'autres même, Atu Banga, ce petit vendu ivoirien là, Macron a payé spécialement son billet d'avion pour venir représenter la Côte d'Ivoire spécialement. Mais vous pensez que quoi? Avant que ces gens ne soient sélectionnés, les services de renseignement français ont fait un travail minutieux. Ils se sont approchés des gens pour voir est-ce que ces gens-là ils sont des radicaux ou ce sont des pacifistes. Est-ce que ce sont des gens qui sont vendus ou non? Quand ils ont compris, ils ont analysé ces gens-là, ils ont compris que non, ce sont des gens qui sont manipulables, des gens que le système France-africain a déjà acheté. C'est ceux-là qu'ils ont convoqués. Est-ce que lors de cette réunion, vous avez vu les durs à cuire? Vous les avez vus au sommet? Non. Les Nathalie Yam, les Batakani, les Kémy Seba, les trucs. Personne n'a invité ceux-là. Vous pensez que quoi? Personne. Macron et sa bande n'ont pas invité ceux-là. Parce que les invités, ça sera un vrai débat de fond. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écarter tous ceux qui mènent le vrai combat, qui sont les diacus, des gens qui ne sont pas manipulables. Il faut les écarter pour éviter des petits élèves, soi-disant panafricains manipulables, pour les soutenir et déstabiliser les pays africains. Voici la stratégie de la France. Donc, en évitant cela, la France va les soutenir pour créer des petits mouvements, des organisations, soi-disant non gouvernementales, des ONG. Mais ces ONG-là, ils vont dire non, nous sommes là pour mener la lutte pour les droits de l'homme, ceci sera. Mais derrière ces luttes, il se cache les grandes puissances. Puisque la France va utiliser cela pour déstabiliser les pays africains. Et cela étant dans leur pays d'origine, ils vont se revendiquer comme quoi ils sont des nationalistes ou des panafricains. Alors, ils vont tromper la vigilance
de la population africaine. Et cette dernière va se reconnaître en ces personnes-là pour dire, ah, c'est nos collègues, on met la lutte, et ils vont soutenir ceux-là. Oh, ces gens-là, ils vont recevoir de l'argent de l'extérieur, afin de briguer la magistrature suprême. Ils vont se porter candidats. Ils seront soutenus par les grandes puissances et mis au sommet des États africains. Et ils vont dire non, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle. Quand vous attendez Dramane Ouattara, il dit nouvelle génération, c'est parce qu'il est dans cette bêtise-là avec la France. Ils savent ce qu'ils préparent. Donc ils vont dire c'est la nouvelle génération. Mais la population africaine n'étant pas, ou bien n'étant plus vigilante, elle va penser que non, ceux qui soutiennent sont des vrais panafricains, et ils vont mettre des vendus au pouvoir, et ceux-là, ils vont encore renforcer le système France-africain. Parce que comme la France perd du pied, il faut maintenant utiliser la jeunesse pour parvenir à ses fins. Et c'est cette jeunesse-là encore qui va vendre l'Afrique. Et donc, ils vont soutenir ceux-là pour leur donner une très grande popularité et combattre les vrais panafricains. Ils vont combattre les vrais panafricains et ils vont se réclamer les leaders du panafricanisme. Et ça va faire que le peuple africain va perdre espoir en ces gens-là. Le peuple africain, quand ces gens vont venir au pouvoir, ils vont dire, ah mais les panafricains, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont rien foutu, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, ils vont casser la morale de la population africaine. Voici ce qui se trame. Voici ce que la France prépare. N'oubliez pas, si vous voyez les coups d'État se multiplier en Afrique, c'est que le plan commence à être appliqué. Puisque tous les présidents qui ne veulent pas seront confrontés à des coups d'État pour soutenir les jeunes, soi-disant, panafricains qui sont la lumière des pays africains. Par exemple, si Alassane Ouattara ne s'attend plus à la France, ne sois pas surpris de voir un truc Bonga, quelque chose là qui a représenté la Côte d'Ivoire, de dire non, lui, il est temps, ne soyez pas surpris de le voir en train d'être candidat. Ne soyez pas surpris de le voir, de voir France 24 faire ses éloges. Et ils vont le placer un bon matin. Et c'est lui-là même qui va renforcer encore les accords entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est ça. C'est une menace. Cette réunion, cette conférence est une menace directe aux chefs d'État africains. Voilà, qui ne veulent pas céder là. Cette dame qui représentait le Mali, ne soyez pas étonnés un bon matin que non, dans les mois à venir ou les années à venir, ne soyez pas étonnés de la voir candidate aux élections présidentielles du Mali. Ne soyez pas étonnés d'être soutenus par les grandes puissances. Une fois au pouvoir, elle va mettre cette histoire de truc au chapeau de panafricaine de côté et puis elle va renforcer les accords entre le Mali et la France pour balayer l'idée de Assimi Goïta et ses amis, ainsi que la volonté du peuple malien. Donc, ils sont comme ça. C'est-à-dire, ne donnez pas du crédit à ces gens-là qui, soi-disant, ils représentent la jeunesse africaine. Ce sont des vendus qui sont partis là-bas. Ils ne représentent en aucun cas la jeunesse africaine. Les vrais Africains qui veulent en découdre avec ce système moribond, ce système inéquitable qui appauvrit les Africains, eux là, ils ne se sont pas prononcés. Ils sont restés en Afrique, d'autres sont restés en Europe, mais toutefois, en restant chez eux, ils n'ont pas été à cette conférence ou à cette réunion de comédiens. Voilà, il faudrait que ça soit clair. On quitte sur ce plan. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo font la guerre à les bons petits. Les bons petits aussi, ils ont quel souci? Question. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo font la guerre à les bons petits. Je vais parler ici de Charles Blé Goudé et de Soro Diom. Atia, Gbagbo ne s'attend plus à Blé. Alassane Ouattara ne s'attend plus à Soro. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à un moment donné, on comprend.
Bleu, je vais vous dire quelque chose. Quand je vous dis c'est un petit vendu, des gens ne me croient pas. Bleu était vendu. Des gens diront que Laurent Gbagbo, oui, il se prend trop. Laurent Gbagbo, il est venu au lieu de réconcilier, il divise. Oui, le vieux a compris beaucoup de choses. Il a compris que ses amis qui étaient avec lui là, ils n'étaient pas ses amis. C'était ses vrais ennemis qui se faisaient passer pour ses amis. Il se peut que même sa femme, Simone Gbagbo, soit complice. Donc, après sa sortie de la prison, il a compris beaucoup de choses. C'est lui qui a vécu ses faits. C'est lui qui sait ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'il ne veut pas parler aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Voilà pourquoi les gens doivent comprendre ses agissements, son comportement. Ne le dénigrez pas. C'est lui, c'est sur lui ils ont largué les bombes. Est-ce que Bleu Goudé, ils ont largué les bombes sur lui? Lui, il était au Ghana, dans l'hôtel, en train de coucher les filles. C'est Gbagbo et ses amis fidèles. C'est à ceux-là qu'ils ont largué les bombes. C'est comme c'est qu'à Bélier, Dogo, Bleu, ils sortent. Et puis parmi les soldats, ils se méfient de d'autres soldats. Vous allez dire, c'est des vendus, mais non. Eux, ils étaient sur le front, ils ont su. Quels sont ceux qui étaient les véritables soldats et quels sont ceux qui étaient les soldats traites qui donnaient des informations. Donc, quand tu sors d'un pétrin ou d'un dilemme, tu deviens très sage et tu identifies tes ennemis qui étaient avec toi, qui se faisaient passer pour tes amis. Il faudrait que ça soit clair. Assez Djegué, qui savait que non, il était truc pour RADP. Mais il était Gbagbo. Mais imaginons qu'il ne se déclarait pas. Et que le retour de Laurent Gbagbo ne lui adressait pas la parole. Des gens allaient dire, mais Assez Djegué, là, il a tout fait, il ne lui adresse pas la parole. Mais dans le fond, peut-être Laurent Gbagbo a compris que non, c'est un vendu. C'est parce qu'il y a d'autres qui se sont signalés et d'autres qui jouent double jeu, qui ne veulent pas se faire signaler au grand jour, de peur de perdre leur influence qu'ils ont sur le peuple ivoirien. Donc, il y a beaucoup qui sont dans le camp de Laurent Gbagbo, à qui Gbagbo n'adresse plus la parole. Ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, avec qui Laurent Gbagbo, il se méfie. Il ne veut même plus attendre parler de ces gens-là. Parce qu'il sait ce que ces gens-là ont fait. Il sait quelle information ces gens-là avaient donné au camp adverse. Il sait ce que ces gens-là ont préparé. Donc, il ne veut plus composer avec eux. S'il doit dialoguer directement, il peut dialoguer avec le camp d'en face. C'est-à-dire avec les Alassane Ouattara. Mais il ne peut plus faire le fait de dialoguer avec Alassane Ouattara. Il ne fait pas d'Alassane Ouattara son ami personnel. Il ne prend pas Alassane Ouattara pour dire viens chez moi à domicile. Il ne le prend pas pour dire viens on va manger ensemble parce que ma femme, Nati Baba a préparé, on va manger pour les bars. Il se salue, il parle de politique et puis c'est fini. Mais ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, c'est des gens qui vont toujours chez Gbagbo. Et donc aussi, il sait bel et bien que ceux-là, ils ne sont pas fiables. C'est des gens qui sont plus corrompus, qui travaillent avec le camp d'enfance et qui travaillent avec lui. Il ne peut pas se mettre autour, il ne peut pas se mettre avec ceux-là, mais il risque de l'empoisonner. Donc, il s'éloigne, il prend des décisions, il devient dur. Laurent Gbagbo qui était un truc au classé, qui était mou, qui était gentil là, si vous le voyez changer, c'est que on dit premier Gaou n'est plus Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. C'est comme ça on le dit en Côte d'Ivoire. Il a compris que ses amis avec qui il travaillait hier, ils ne sont pas fiables. C'est des vendus, des corrompus. Et si Laurent Gbagbo ne s'adresse plus à Bleu Goudé, et qu'il se méfie de Bleu Goudé, il sait ce qui se passe. Pourquoi c'est vous qui êtes là? Ah, Gbagbo parle plus avec son petit. Vous êtes des vendus. Vous savez ce qui s'est passé à la CPI là-bas? Vous savez ce que Bleu Goudé lui a fait là-bas? Ou bien avant même sa chute, vous savez ce que Bleu Goudé lui a fait? Mais vous ne savez pas. Et c'est vous qui êtes là traiter les dossiers de Laurent Gbagbo et Bleu Goudé. Bleu, je dis, c'est un petit traite. Bleu, il ne pensait pas qu'il allait être leader d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Il était un simple élève quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il était un simple élève quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, il est arrivé, on lui a donné un mouvement gigantesque qui était déjà créé. Et ce mouvement qui était déjà créé, ils ont confié ça à Charles Blé Goudé. La galaxie patriotique. Il a dirigé ce mouvement. Donc lui, il faisait ça
pour avoir son argent. Il faisait ça pour avoir une notoriété au sein de la population ivoirienne. Et il a fait ça pendant longtemps. Maintenant, après la chute de Laurent Gbagbo, parce que si Gbagbo a été envoyé à la CPI, c'est parce que les agissements de Blé Goudé, quand même, ont poussé les gens à dire que non, Gbagbo a envoyé des miliciens, ceci, cela. Parce qu'à un moment donné, Laurent Gbagbo ne contrôlait plus Blé Goudé. Il agissait comme bon lui semblait. C'est-à-dire, à un moment donné, là, Gbagbo ne contrôlait plus Blé. Lui, il agissait comme bon lui semblait. Il faisait ce qui lui plaisait. Donc, à un moment donné, Gbagbo, peut-être il s'est dit que si il est convoqué à la CPI, s'il a été envoyé à la CPI, l'agissement de Charles Blé Goudé a quelque chose, ou bien ont quelque chose là-dedans. Puisqu'on dit les miliciens ont tué les miliciens. Est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo diriger un groupe de milices? C'est Blé Goudé qui dirigeait un truc les jeunes patriotes. Donc à un moment donné, Blé Goudé n'a pas été sage. Peut-être Gbagbo lui a donné des instructions et il allait faire autre chose que ce qu'on lui avait demandé de faire sur le terrain. Il agit autrement. Et quand c'est comme ça, tu ne maîtrises plus ton petit, et que ton petit agit autrement, il fait n'importe quoi. Et dans une période de crise, tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé de cautionner ce que ton bon petit fait. Parce que si tu veux trop rougir les yeux, et que ce petit se rebelle contre toi, tu es foutu. Donc peut-être il a avalé les caprices de Charles Blé Goudé. Mais s'il vient de la prison, il ne peut plus accepter de coopérer avec ce petit. Parce qu'il sait ce que ce petit a failli créer. À cause du petit et les agissements du petit, il a failli être condamné à perpétuité. Maintenant, vous ne savez pas ce que Laurent Gbagbo a pris. Parce qu'il est quand même le leader. C'est un grand leader politique. Il y a plusieurs militants du pays en Côte d'Ivoire. Même au sein du gouvernement de Dramane Ouattara, il y a des gens quand même qui sont là-bas, qui travaillent avec Ouattara, mais peut-être qui ont filé des informations à Laurent Gbagbo pour dire, ah, ton petit Blé Goudé là, il est avec toi, mais fais très attention parce que voici ce qu'il fait. Ses amis qui sont au pays là, voici Blé Goudé leur donne des instructions pour aller prendre l'avion chez Ouattara. Ils font ceci, ils complotent contre toi. Donc, président Gbagbo, fais très attention. Et donc, Laurent Gbagbo, ayant toutes ces informations, il sait que son bon petit n'est plus fiable. Il n'est plus le Blé Goudé qu'il connaissait hier. Blé Goudé se dit qu'il a vu clair. Donc, maintenant, il veut concurrencer son maître, qui est Laurent Gbagbo. Alors, il a créé son parti politique. Est-ce que vous le voyez? Quand Laurent Gbagbo dit non, venez, on va faire coalition, vous le voyez se prononcer, il ne veut pas. Il tergiverse. On lui pose des questions, il sort ici, il rentre ici, il ne dit pas, c'est-à-dire, il ne montre pas sa position réelle. Il veut maintenant contester le maître. Et quand c'est comme ça, c'est que le maître a vu dans le jeu du petit. Le petit veut prendre la place de Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas lui donner le lait pour dire non, Blé Goudé. Non, il va le combattre parce que dès cet instant que Blé Goudé vise la place de Laurent Gbagbo, il vise à être populaire plus que Laurent Gbagbo. En ce moment-là, il devient un ennemi. Parce que Laurent Gbagbo, il mange politique, il dort politique, il réfléchit politique et il pense politique. C'est ce que Blé Goudé veut faire. Mais j'ai un conseil à lui donner. Blé, on ne dirige pas un pays comme ça. Tu n'as pas de parcours professionnel. Je répète, tu n'as pas encore de parcours professionnel. Même le petit cordonnier a un parcours professionnel que toi. Le petit couturier, ceux qui font toclo là, ils ont des parcours professionnels que toi. Toi, quand tu as quitté l'école, tu as été dans un mouvement de la galaxie patriotique. Là-bas, là, tu n'étais pas dans un bureau, tu n'étais pas. C'était un mouvement de rue. Tu étais dans les rues, tu criais. Donc, on ne peut pas te dire c'est un parcours professionnel parce que les gens ils considèrent ce mouvement comme un mouvement de voyous. Donc, cela ne tourne pas. Ça, c'est un. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, on t'a nommé ministre de la jeunesse, mais tu n'as pas réellement travaillé. Tu n'as sauvé aucun jeune en Côte d'Ivoire. Tu n'as donné aucun emploi aux jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as pas montré de quoi tu étais capable. De là, tu es parti à la CPI. De la CPI, tu veux être président. Mais tu n'es pas fiable aux yeux des Ivoiriens.
Parce que qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a eu réellement une vraie démonstration de Charles Blé Goudé qui peut attester réellement que celui-là, une fois au pouvoir, il peut arranger le peuple ivoirien, il peut permettre au peuple ivoirien d'avoir du travail, hein, c'est-à-dire de compenser les prêts des gens en Côte d'Ivoire. Non, rien n'est garanti à ton niveau. On sait que tu es un gros parleur, mais est-ce que dans les actes, tu as déjà posé des vrais actes pour aider la population ivoirienne? En allant sur cette base, on voit que Charles Blé Goudé, on ne peut pas t'accorder une confiance à 100%. Ce que j'aimerais te dire, il faut d'abord avoir un parcours professionnel pour prouver de quoi tu es capable. Si tu as ça là, tu pourras rêver de devenir président. Parce que, quoi qu'on dise, Alassane Ouattara, lui, il a eu un parcours professionnel. Quoi qu'on dise, Babo Laurent, là, il a eu un parcours professionnel. Quoi qu'on dise, Henri Konan Bédi a eu un parcours professionnel. Quoi qu'on dise, Afri N'Guessa, même qu'on veut ou pas, il a quand même eu un parcours professionnel. Mais toi, tu n'as jamais eu un parcours professionnel. Même au député, quand on dit député, tu n'as jamais été député en Côte d'Ivoire. Tu as travaillé dans quel bureau? Tu as donné travail à qui au pays là-bas? Donc, à un moment donné, il faut descendre de tes escaliers et essayer de voir la face. Parce que si tu veux aller contre Laurent Gbagbo, si tu veux contester l'autorité de Laurent Gbagbo, Atia, tu vas perdre. C'est Laurent Gbagbo qui vous fait et qui vous défait. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Si les gens, c'est parce que tu es ambigu, ta position est ambiguë. Mais si les Ivoiriens découvrent que Blé Goudé s'oppose réellement à Laurent Gbagbo, Atia, c'est fini pour toi. Ils vont te fuir, ils vont déserter au sein de ton mouvement que tu appelles Cogep là. Et ils vont rejoindre Laurent Gbagbo. Ils vont dire Blé Goudé est un traître. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Hein. Ils vont dire que tu es un traître et tu vas perdre cette influence. Si tu veux toujours garder cette influence, sache que Laurent Gbagbo est déjà vieux. Il a vieilli. Tu devrais faire semblant de le soutenir. Parce qu'au-delà de 2025, Charles Blé Goudé, c'est-à-dire en 2030, Laurent Gbagbo n'aura plus cette capacité qu'il a. En ce moment, tu pourras maintenant le remplacer. Parce que les Ivoiriens, dès cet instant, te feront confiance. Ils vont dire non, il n'a jamais trahi Gbagbo. Il a été là après le retour de Laurent Gbagbo, il a soutenu. Et donc, c'est le bon petit de Laurent Gbagbo. Il a tout fait pour lui. En 2030, tu pourras, je te dis bien, tu pourras essayer d'être candidat. En ce moment-là, tu auras le soutien même des militants du tricolore du FPI. Ou bien les militants de ceux qui aiment Laurent Gbagbo. Mais si dès à présent, tu n'as rien prouvé, tu n'as rien foutu encore au pays et tu veux t'opposer à lui, Atia, tu ne vas pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Je te le dis. Maintenant, si tu veux être hypocrite, ton passeport, tu n'auras pas ça. C'est parce qu'il ne faut pas compter sur Ouattara pour te donner passeport. Ouattara a vu clair dans ton jeu. Et je vais dire quel est cet enjeu. Vous savez, c'est comme Soro Diom. Ouattara lui a permis d'avoir un parcours professionnel. Gbagbo aussi lui a permis d'avoir un parcours professionnel. Donc Soro Diom, entre lui et Blé Goudé, Soro a un véritable parcours professionnel. Maintenant, on peut le juger sur ses actes professionnels. Est-ce que pendant qu'il était il occupait tel poste, est-ce qu'il avait fait le travail pour lequel on l'avait mis là-bas? Est-ce qu'il avait aidé les gens? Il a donné combien d'emplois aux gens? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les lois qu'il avait proposées? Et après évaluation, si les Ivoiriens constatent que non, il n'a rien foutu, mais on ne va pas lui accorder un crédit. On va dire non, c'est un incompétent. Parce que non seulement il a été quand même président de l'Assemblée nationale, c'est devant lui, Ouattara a torpillé la Constitution. Soro Diom n'a pas proposé une loi qui allait partir contre la proposition des lois de Dramane Ouattara. Il n'a rien proposé. Il était là, il a soutenu la forfaiture de Dramane Ouattara. Et suite à ça, il crie. Donc, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui est incompétent. Et donc, ce dernier, il ne peut pas vouloir diriger le pays. S'il n'a pas pu diriger l'Assemblée nationale, s'il n'a pas pu s'interposer, sachant bel et bien que c'était le torpillage de la Constitution, de de la Bible ivoirienne, de la parole sacrée du peuple ivoirien,
le torpillage de l'acte de naissance de notre nation ivoire, si Soro Guillaume a accompagné ça et qu'il a battu campagne pour ça, et aujourd'hui il crie, et à cause de lui, le peuple ivoirien souffre parce qu'il n'a pas empêché Dramane, puisqu'il était président des députés de Côte d'Ivoire, on peut le juger si c'est fait pour dire que Soro Guillaume n'est pas crédible. Donc lui là, on ne va pas lui accorder notre crédit. Soro Guillaume dégage. Pendant qu'il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Quel gouvernement il avait proposé aux Ivoiriens? Est-ce que ce gouvernement qu'il avait proposé, ce gouvernement qu'il dirigeait là, c'était pas un gouvernement corrompu? Est-ce que ces ministres qu'il avait nommés, ils n'ont pas détourné des milliards de francs CFA? Est-ce que c'était des gens qui avaient aidé le peuple ivoirien? On peut le juger sur cette base. Si on constate que non, il avait nommé des hypocrites, des corrompus, des voleurs, on va dire, mais si tu as nommé voleur et que tu as formé un gouvernement de trucs de bandits, c'est que toi-même tu es un gros bandit. Donc dès cet instant, on constatera que Soro Guillaume, les différents gouvernements de Soro Guillaume, étaient des gouvernements de bandits, et que c'était le banditisme gouvernemental que ces gens menaient. Alors en ce moment-là, on ne peut pas accorder un crédit fiable à Soro Guillaume pour dire non, on va lui confier la nation. En ce moment-là, il est discrédité aux yeux du peuple ivoirien. Voilà les bases sur lesquelles on va les juger. Donc, Soro Guillaume, comme il a eu tous ses parcours professionnels, il s'est dit non, il allait concurrencer aussi Alassane Ouattara. Ouattara, voyant là-dedans, il a dit bon, le petit, il veut prendre ma place. Alors, je vais lui déclarer la guerre. Donc, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume sont soutenus par la communauté internationale. Et cette communauté internationale pense que Soro Guillaume et Charles Blé Goudé aspirent la confiance de la jeunesse ivoirienne. Donc, ces gens-là, ils représentent la nouvelle génération. D'où cette histoire du combat qui s'est déclenché entre les vieux pères et les bons petits et les bons petits. Vous ne voyez pas Blé Goudé? Hein? On lui étale. On étale le tapis rouge pour lui en France. Ah oui? Et vous rigolez, hein? Quand la France est contre toi, et que la France voit que tu es un anti-français, ou bien tu es quelqu'un qui défend ta nation, à dire la France ne peut jamais accepter qu'on te donne une petite salle chez elle pour faire une petite conférence. Que ce soit une conférence de 10 personnes ou 20 personnes, ils vont t'interdire ça. Mais Blé Goudé, qui l'interdit? Prenons le cas de Dieudonné. Ce Dieudonné qui est franco-camerounais. Même pour prendre une salle, pour faire du théâtre, on l'empêche. Tout simplement parce qu'on dit il réveille la conscience d'autres personnes. Donc on l'empêche. Ok. Prenons le cas de Kémy Séba. En ce moment, il n'a plus le droit d'avoir une salle en France pour faire conférence là-bas. On l'empêche. Okay. Nathalie Yamb, elle a été même interdite en France par rapport à ses discours anti-français. Est-ce que vous comprenez? Ou bien à ses discours de panafricanistes. Donc, la France même l'empêche de venir en France. Est-ce que vous comprenez bien? Oh, elle est européenne, elle est suisse, de mère et de père camerounais. Ok, on poursuit. Les gens qui sont en Afrique, qui tiennent des discours panafricains, on ne peut même pas leur donner un petit visa pour frôler le sol français. Parce que pour la France, c'est des dangers. Et ils sont contre les intérêts français en Afrique. Mais Charles Blé Goudé, je tiens à vous rappeler qu'il n'a pas encore demandé asile en Hollande. Donc, il n'a pas la carte de séjour qui lui permet de voyager partout dans les 28 pays de l'Union européenne. Il faudrait que ça soit clair. Charles Blé Goudé n'a pas demandé d'asile pour avoir une carte de séjour qui lui permet de sillonner les 28 pays de l'UE de façon gratuite. Donc, il a un document, un laissez-passer, un document des autorités hollandaises qui lui permet de séjourner sur le territoire hollandais. Au cas où il veut se déplacer de la Hollande, il doit demander l'autorisation non seulement d'un juge de la CPI, mais aussi
des autorités du pays où il veut aller. Donc, ces autorités du pays où il veut aller doivent fournir un laissez-passer, un document pour que Charles Blé Goudé puisse s'y rendre. Donc, si Charles Blé Goudé veut venir en France, il doit voir l'ambassadeur de la France en Hollande. Ce dernier doit lui donner un document qui justifie que oui, la France accepte, lui permet d'arriver sur son territoire. Les juges de la CPI doivent accepter, puisqu'il est toujours sous le coupole de juge de la CPI. Parce qu'il n'est pas encore parti en Côte d'Ivoire. Imaginons que Charles Blé Goudé n'est pas un vendu, et qu'il a toujours cette posture de Blé Goudé qu'on connaissait dans les rues d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire. Pensez-vous que l'ambassadeur de la France en Hollande allait donner un document à Charles Blé Goudé pour venir galvaniser les jeunes Africains ou Ivoiriens qui sont en France pour tenir des discours, pour dire non, on ne veut plus les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, nous voulons d'autres partenaires, ceci, cela. Vous pensez qu'ils vont lui donner un privilège pour venir tenir ces discours en France? Non. Blé Goudé a été racheté. Blé Goudé a changé, il n'est plus le Blé Goudé que les gens y connaissaient en Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'est plus le même. Il a changé. Et donc, Blé Goudé, on lui permet maintenant de venir en France. Blé Goudé, on lui donne des salles de conférence à Paris là-bas. On déploie même les médias français font appel en tout temps à Blé Goudé. C'est-à-dire, ils commencent à montrer Blé Goudé. C'est de la propagande pour mettre l'image de Blé Goudé dans les cœurs et dans les têtes du peuple ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand les médias occidentaux font beaucoup de propagande, quand ils t'invitent à Tia, il faut savoir que non, celui-là, il n'est plus ce qu'il était. C'est un corrompu. Ah, vous devez savoir, hein? C'est-à-dire quand France 24, RFI, TV5 Monde, court derrière toi, t'invite, tout le temps on te donne un plateau. Tu es tout le temps sur un plateau. On te pose des questions tout le temps à Tia. Ils sont là à laver ton image. Ils font ta propagande. Ils sont là à te préparer. Et ils sont là à préparer le peuple qui va t'accueillir pour que tu puisses gouverner ce peuple demain. Donc, Blé Goudé a reçu le soutien des Occidentaux. Il a reçu le soutien des Occidentaux. Comme Alassane Ouattara, il n'est pas un gaou en Côte d'Ivoire. Il a compris que Blé Goudé et Soro Diom sont soutenus maintenant par ses amis. Ses amis occidentaux. Donc, il refuse que ceux-là arrivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'arriver en Côte d'Ivoire, ils vont les soutenir et le renverser. Ouattara n'est pas un gaou. En voyant ce danger, il a décidé de ne pas donner le passeport de Blé Goudé. Il a décidé de pourchasser Soro Diom. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à les soutenir là-bas. En tout cas, ils ne vont pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Voici la vraie version. Voici la vraie vérité. Mais je comprends. Ils méritent un passeport puisqu'ils sont ivoiriens, tous les deux. Mais voici le danger. Voici ce que Ouattara y voit. Voilà pourquoi il ne veut pas donner le passeport. Ouattara a compris que les Occidentaux ne soutiennent pas Gbagbo. Donc avec Gbagbo, il peut jouer le match sur le terrain. Parce que les Occidentaux n'ont pas encore confiance en Laurent Gbagbo. Ils se disent que si ce dernier il prend le pouvoir, il risque de faire truc. Donc ils ont misé sur son petit Blé Goudé. Et ils misent sur le petit Alassane Ouattara qui est Soro. Ouattara, il demande l'extradition de Soro. Les Occidentaux ne veulent pas. C'est eux qui refusent de livrer Soro, sinon ils allaient l'arrêter. C'est eux-là qui disent non, eux ils ne veulent pas livrer Soro. Donc Ouattara a compris que non, ils sont derrière Soro. Donc voici un peu la vraie vérité. Ce que les gens ne savent pas. Voilà pourquoi Blé Goudé il va dans tous les sens. Voilà pourquoi on lui déroule le tapis rouge. Tout le temps il est en conférence, tout le temps il parle beaucoup. Les médias courent derrière lui pour faire voilà. C'est parce qu'il a changé. S'il n'avait pas changé, est-ce que vous le voyez encore? On le traite encore de trucs du chef milicien, du chef de temps. Non, ils sont là à laver son image. Ils sont là redorer son blason. Ils sont là à lui donner une autre image. Ils sont là à le préparer pour essayer de faire de lui le futur chef d'État du peuple ivoirien. Une fois au pouvoir, Blé Goudé ne va pas faire ce qu'il genre Ganassi patriotique. C'est du n'importe quoi, c'est le passé. Ça, c'est le nom qui reste aussi lui. Mais dans le fond, Blé Goudé a changé. C'est lui-même qui va vendre encore là. Il va être pire que Dramane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair.
Donc, voici. Et Doba Série, si tu es dans les émotions, je ne suis pas dans les émotions. Hein. Toi, si tu ne sais pas faire les analyses et que tu ne comprends rien, tu la fermes et tu m'écoutes. Voilà, on essaie d'éclairer vos têtes là, vous ne comprenez rien. Vous êtes toujours dans les émotions et quand le danger arrive, c'est là, toujours le noir. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il est bréboudé ou bien il t'a épaté il y a de cela des années que tu vas penser qu'il est la même chose. Il faut quitter dans ça. Il n'est plus le même blé. Tu dois comprendre une seule chose. Ce n'est plus le blé boudé que tu avais connu en Côte d'Ivoire. Ce blé qui est en Europe ici, là, il a changé complètement. C'est un autre blé boudé. Voilà. C'est un autre blé boudé. Et je pense que ce sont les Occidentaux qui lui demandent de ne plus soutenir Gbagbo. Et qui n'a qu'à faire ce chemin seul. Parce que le fait de soutenir Gbagbo, ça, c'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de lui faire comprendre, c'est qu'il doit se séparer de Gbagbo, il doit s'éloigner de Laurent Gbagbo, mais tout en tenant des discours ambigus pour tromper le peuple. Pour dire non, lui et Gbagbo, ils sont ensemble, mais dans le fond, il sait qu'ils ne sont plus ensemble. Mais il ne peut pas dire ouvertement. Et il ment aux gens pour dire qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire? Ils lui ont demandé de jouer ce double jeu et de ne surtout pas prendre position pour ne pas que les gens collent son nom à Laurent Gbagbo pour dire non, la politique de Gbagbo est égale à celle de Blé Bouté et qu'ils sont toujours ensemble et il n'a pas encore changé. Et donc, il joue ce double jeu-là pour que les gens puissent, c'est-à-dire ceux qui sont derrière lui, ils comprennent qu'il a changé réellement et qu'il ne va pas apporter son soutien à Gbagbo. Mais il va toujours jouer ce jeu-là pour faire croire aux gens que non, il est avec Gbagbo. Mais dans le fond, il n'est pas avec lui. C'est clair. C'est tout simplement pour ne pas perdre sa popularité. Il veut toujours garder sa popularité. Donc, le fait de dire lui et Gbagbo, il n'y a rien, qu'ils sont toujours ensemble, les gens continueront à lui faire confiance. Mais au fond, non, ils ne sont plus ensemble. C'est clair. Donc, on est ensemble. Je vous remercie et je vous demande Doba Série. Mais toi, tu viens chercher quoi ici? Je ne parle pas. Toi, tu es un abruti, tu ne connais rien. Et c'est toi qui viens pondre des insanités ici. Tu connais quoi? Tu connais quoi de la politique? Voilà des trucs, des écervelés qui viennent aussi commenter. Il y a quoi, toi? Ah, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ciao, on est ensemble.